Merci à tout le monde pour être si nombreux. C'est vraiment fabuleux de voir qu'il y a tellement de monde dans le salon. Ça, c'est super. Donc, ça veut dire que les sujets qu'on aborde, qu'on présente, ils vous intéressent. Et je pense que cette session, ça compte parmi ces sujets, c'est certain. Donc, ce matin, on était déjà sur la thématique défossilisation de l'industrie. Il faut tenir le microphone très proche, oui. Et donc, ce matin, on était vraiment sur les thématiques de la collaboration comme clé du succès. Si vous étiez présent déjà ce matin, vous avez certainement apprécié, je pense, les discours qui étaient qui a eu sur le fait que la décarbonisation et les défossilisations de l'industrie, c'est un travail ensemble, c'est en commun. Et donc, c'est la collaboration qui mène au succès. Et donc, ça va continuer cet après-midi dans ce sens-là, parce que les projets qui vont être présentés, vous allez tout de suite comprendre que c'est cette combinaison de compétences et savoir-faire qui amène vers un résultat, vers le succès. Voilà, donc on a 4 personnes sur cette scène, mais on a un projet qui est un projet binôme, justement, la collaboration. Donc, on va parler de 3 projets. Et la première, j'ai le plaisir de vous présenter Samuel Charmilot de Navitec Western Europe. Il est le cofondateur, en fait, de Navitec Western Europe. C'est une société qui a été créée récemment. Et lui-même a une histoire, une expertise de développement et la mise en pratique de solutions complexes de décarbonisation. Donc, c'est un sujet qu'il connaît très bien. Et voilà. Et si vous voulez, le drapeau de Navitec, c'est de aider les entreprises à atteindre la neutralité carbone. Donc, il va nous parler, nous présenter le sujet, c'est de la décarbonisation de l'énergie, haute température, grâce au biocombustible. Donc, Samuel, je vous invite. Ça marche? Est-ce qu'on m'entend? Okay. Là, ça marche. Hein, ouais. Okay. Alors, merci, bonjour à tous. Donc, Samuel Charmillo. Je travaille donc pour la société Navitec. J'ai cofondé l'entité Western Europe en 2024, l'année passée. Par contre, la société existe déjà depuis plusieurs années en Suède. Et puis, on va parler aujourd'hui justement de la décarbonisation des besoins énergétiques haute température, là où justement il y a plus de difficultés à décarboner et où les biofuels, enfin les biocombustibles solides, sont des alternatives qui sont intéressantes. Donc rapidement, enfin, je vais passer autour de ces différents thèmes aujourd'hui. Donc la présentation de Navitec, notre expertise. Avant de parler de projet, je pense qu'il y a les méthodes, la manière avec laquelle justement on va dimensionner les installations. Donc la situation initiale qu'on retrouve régulièrement, la situation optimisée, les différents services qu'on propose, et puis ensuite des solutions plus complètes avec, je dirais, toute la chaîne de valeur depuis le combustible, la gestion du combustible, jusqu'à la production d'énergie. Et puis, il semblerait qu'il y ait un petit problème avec le micro. C'est bon? Et puis, des projets de référence pour justement illustrer de quoi on parle. Donc Navitec, c'est, comme je l'ai dit, une entité qui a été fondée en 2020 en Suède par Niklas Johnson. Niklas Johnson qui est un des pionniers je dirais, de tout ce qui concerne les biocombustibles solides, notamment le pellet, donc qui est à la base un industriel, un entrepreneur qui a créé justement des unités de production de pellet, puis respectivement derrière le développement et le design de solutions pour valoriser ce pellet, donc la combustion du pellet pour produire de la vapeur. La Suède, la Norvège sont donc des pays dans lesquels on est actif, dans lesquels on a une présence, je dirais, physique, et puis depuis peu l'Europe de l'Ouest, qui sont des marchés alors
intéressant pour différentes choses. Déjà, le potentiel d'un point de vue, marché, et puis respectivement la nécessité de s'implanter en Europe de l'Ouest au travers de projets qui sont aujourd'hui en phase de réalisation, qui nécessitent justement du personnel sur place. Navitec, on peut travailler sur différentes phases d'études, je dirais sur les phases qu'on appelle le conseil, donc les premières phases qui sont les études, la planification énergétique, la définition des scénarios, les études de faisabilité, et puis aussi tout ce qui concerne la maîtrise d'œuvre, donc le engineering complet, voire des propositions de solutions clés en main. Ça dépend un petit peu le modèle d'affaires qui est souhaité par le client. Donc les biocombustibles solides, et je pense qu'il faut utiliser le terme correct, c'est évidemment pour nous notre levier de décarbonation que l'on met en œuvre. Donc on a des ingénieurs qui sont vraiment des experts du process thermique, de cette combustion justement du biofuel. Et puis on a la capacité justement de vous accompagner tant sur les unités de production de pellets, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a un intérêt aussi pour mettre en œuvre justement ce genre d'installation. On parle souvent de plusieurs dizaines de milliers de tonnes par année quand on a besoin d'un grand projet. Donc la ressource, elle est là. Est-ce qu'il faut mettre en place dans la chaîne de valeur une phase amont pour collecter et puis créer l'unité? Et puis respectivement, tout ce qui concerne la solution technique, technologique pour produire de l'énergie. Il y a un élément qui est clé, c'est que le pellet, je pense que dans n'importe quel projet, on doit pouvoir considérer une ressource qui est locale et qui est disponible. Aujourd'hui, mettre en œuvre des projets où on va mettre de la logistique très importante, que ça soit justement traverser les mers ou les océans avec des bateaux pour importer du pellet depuis le Canada, j'y crois pas trop. Je pense qu'il faut plutôt trouver des solutions où on est plus local. Et puis, quand on parle de local, il y a le bois énergie, évidemment, qui est donc on va appeler ça un bon combustible, et il y a d'autres alternatives. Donc, ça fait partie aussi de cette étude amont, de pouvoir vraiment cibler une ressource qui est proche de chez nous. Aujourd'hui, autour de l'énergie, alors je pense que ça dépend un petit peu des zones géographiques où on se trouve. Si on est dans les pays du Nord, typiquement en Norvège, en Suède ou en Finlande, les hectares de forêt sont très importants. On a vraiment une disponibilité du pellet qui est là. Ce n'est pas la même réalité. Moi, je suis en Suisse, je viens de Suisse. La Suisse ou la France, aujourd'hui, on a quand même une vraie limitation autour de l'utilisation du pellet de bois pour produire de l'énergie. Produire de l'énergie à 60 degrés pour un réseau de chaleur, je pense qu'il y a d'autres alternatives que la combustion. Donc on a beaucoup d'électrification, on a tout ce qui concerne les pompes à chaleur, où on est capable aujourd'hui dans des régimes même jusqu'à au-delà de 100 degrés. On voit qu'il y a des développements avec des pompes à chaleur haute température qui permettent de produire cette énergie-là. Donc d'un point de vue technologique, puis d'un point de vue soutien, je pense que le support de la part des programmes de subvention est aussi en train un tout petit peu de s'essouffler sur uniquement du bois pour produire de l'eau chaude. Montre certaines limites. On a aussi besoin du bois dans d'autres secteurs comme la construction, où aujourd'hui, justement, décarboner la construction va nécessiter un certain nombre de ressources, et le bois en fait partie. Et puis, on fait un autre constat. Donc en France, typiquement, on a beaucoup plus d'hectares de surface agricole que de surface de forêt. Et en fait, il y a un potentiel très important autour des biorésidus solides qui ne sont pas forcément valorisés comme ils le pouvaient. Donc aujourd'hui, Navitec a décidé justement, alors on a, ici c'est un petit tableau, c'est donc je vais un peu vite, ça c'est des données de l'Union européenne sur les résidus. Donc on voit qu'en France aujourd'hui, vous avez presque 80 millions de tonnes de matières sèches, de déchets qui sont disponibles. Si on fait ça versus justement le pellet de bois, le potentiel il est important. Donc aujourd'hui, on a décidé justement de collaborer avec RAGT, donc qui sont le stand juste à côté, qui peuvent aussi répondre à des questions plus techniques, plus spécifiques, mais dans l'idée de proposer des solutions complètes qui permettent de valoriser ces coproduits de l'agriculture pour avoir justement ce fameux pellet, cette fameux agro-pellet qu'on peut utiliser ensuite pour la production d'énergie. Et ça, c'est selon moi, d'un point de vue local, d'un point de vue ressources, une vraie valeur ajoutée, où finalement ces coproduits qui ne sont pas utilisés ou mal utilisés aujourd'hui vont être valorisés. La force de RAGT, c'est un savoir-faire depuis 2006 sur justement la définition d'un certain nombre de recettes, peu importe la zone géographique et finalement les coproduits qu'on va pouvoir utiliser.
de produire un pellet qui a les mêmes spécifications, les mêmes caractéristiques en termes de combustion pour ensuite produire de l'énergie. Évidemment que ça implique un certain nombre de contraintes, on a des taux de cendre plus élevés, on a des NOx plus élevés quand on parle de combustion, c'est pour ça qu'on parle d'un système complet. Donc aujourd'hui, Navitec et RAGT, c'est une collaboration qui est naissante, on a décidé justement de nous associer pour développer des projets ensemble. Voilà 2-3 éléments par rapport à l'agropellet. Donc évidemment que c'est un produit qui est aujourd'hui certifié, c'est d'un point de vue environnemental un vrai sujet d'économie circulaire où on va pouvoir utiliser un déchet et puis le revaloriser localement. C'est durable et puis d'un point de vue économique, évidemment que ça permet de créer de la valeur ajoutée et puis d'être un catalyseur territorial pour reprendre les termes qui sont là. Donc le modèle d'affaires, le modèle de travail, je dirais. Aujourd'hui, pour Navitec, le but, il n'est pas d'arriver dans une industrie et puis de remplacer un pour un système existant. On va arriver dans une industrie, chez un industriel qui a ces fameux besoins de vapeur qui sont importants. L'idée, c'est de prendre le problème depuis le début, de pouvoir considérer, maîtriser les usages de l'énergie, comment est-ce que je consomme mon énergie, pourquoi je la consomme comme ça. Donc on passe évidemment au travers de ces phases qui sont plutôt les phases amont, avec le diagnostic énergétique, parfois des campagnes de mesure justement pour bien maîtriser les usages. On va définir des scénarios avant de travailler justement sur une nouvelle installation avec de l'agropellet par exemple. Peut-être qu'on peut mettre en place des systèmes de récupération de chaleur et puis de valorisation de la chaleur fatale, faire de l'économie d'énergie au travers de l'optimisation. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont identifiés et qui vont être évidemment dans la roadmap prioritaire. Et puis ensuite c'est toute la maîtrise d'œuvre. Donc là justement on va avoir les différentes phases de l'évolution d'un projet où Navitec est capable vraiment de vous accompagner jusqu'à la fin. Je prends la situation initiale, donc là je répète un petit peu, mais ça permet de bien voir de quoi on parle. Aujourd'hui, on a plein d'industries qui consomment cette fameuse vapeur donc pour le process. Et puis, on va avoir des charges qui fluctuent beaucoup, donc une charge thermique qui est importante, qualité au process. Souvent, on arrive et puis finalement, le load profile, il n'est pas directement maîtrisé. Donc, on n'arrive pas à expliquer les pics, ou bien si on a des pics, voilà, il y a la possibilité justement de mieux le faire. Donc, l'idée, c'est justement d'aller sur une situation qui est optimisée. Et dans cette situation optimisée, ça passe par mettre en place du monitoring, ça passe par mettre en place justement ce qu'on appelle du demand planning. Est-ce qu'on peut limiter les pics? Typiquement dans le process aujourd'hui, moi j'ai beaucoup travaillé dans la cosmétique, vous avez beaucoup de systèmes où on peut appeler de l'énergie par exemple pour stériliser des cuves et il n'y a pas de limite sur le nombre d'équipements qu'on peut mettre en parallèle. Donc on crée parfois des pics très importants, mais il suffit de décaler ça de quelques minutes et puis vous réduisez vos pics par 2 ou par 3. Et en fait, c'est ça qu'il faut justement pouvoir bien contrôler, bien maîtriser avant de mettre en place un nouveau système. Quand on parle de vapeur, par exemple, si vous avez de la vapeur, on réduit des consignes de pression, d'accord? Alors il faut faire attention de ne pas justement créer de la survitesse dans les canalisations. Donc on peut trouver mécaniquement justement quelque chose qui est optimisé. On va améliorer le titre vapeur, on va réduire la quantité d'eau à purger, et puis on va limiter les déperditions thermiques. Et en fait, au travers de petits réglages, on peut optimiser justement ces profils de puissance. Et puis, évidemment que ça, c'est des étapes importantes pour ensuite proposer des alternatives avec les fameuses nouvelles installations de production d'énergie. Donc là, vous avez des solutions en biofuel où on va garder un backup au gaz, par exemple, ce qui est souvent le cas, ou alors carrément une nouvelle installation qui est complètement basée justement sur les biocombustibles. Donc, ce qu'on propose chez Navitec, c'est des solutions complètes. Alors, je l'ai dit, des solutions qui peuvent aussi être ce qu'on appelle clé en main, où là, on a différents types d'installations. Donc là, c'est des brûleurs pellets classiques, des installations qui sont de 1 à 3 MW, où c'est complètement containerisé. On peut livrer ça directement chez nos clients. On a un workshop en Scandinavie qui permet de monter et d'assembler. Ça peut être soit dans un bâtiment qui est existant, et dans ce cas-là, il y aura un peu plus de travail sur le site, soit justement une installation qui va être directement montée chez nous. On a aussi de plus en plus les fameux brûleurs poudre. Donc aujourd'hui, on travaille avec un partenaire technologique avec qui on a réalisé plusieurs projets. Je vais vous les montrer après.
où là, l'idée, c'est que sur ces brûleurs multicombustibles, on puisse faire rentrer différents types de fuel, que ce soit justement de la poussière de pellet ou de la poussière d'agro-pellet, de manière justement à garder vraiment une inertie qui est très peu d'inertie. Donc, c'est des installations qui vont fonctionner comme des chaudières gaz, hein, parce que finalement, la seule limite, c'est comment est-ce qu'on va injecter le combustible dans l'installation. Et puis, ça permet, alors il y a plusieurs avantages, d'avoir un mix de différents fuels sur le même système, la possibilité justement de garder un backup, pas forcément une chaudière complète en backup, mais uniquement le fuel, de garder justement un système qui est très dynamique, qui va pouvoir suivre justement ces charges qui sont fluctuantes, de pouvoir rétrofiter. Aujourd'hui, il y a énormément d'installations de grande puissance, de 50 MW et au-delà, qui sont encore en bon état. On n'a pas besoin de changer toute la chaudière. On peut remplacer le brûleur, mettre en place un système justement qui permet de conserver une partie de l'installation. Et ça, c'est le genre d'installation qui marche très bien. L'avantage justement de ce fournisseur-là, avec qui on travaille sur plusieurs projets, c'est qu'eux viennent vraiment des combustibles qu'on va appeler un peu compliqués, avec des taux de cendre élevés, avec justement des systèmes qui sont peut-être parfois un peu moins standards que du pellet de catégorie A. Donc c'est aussi justement intéressant. Je vais un tout petit peu plus vite. Donc ça, c'est typiquement des schémas, c'est très schématisé, mais ça montre un petit peu l'installation puis le savoir-faire. Donc chez Navitec, c'est le process thermique, c'est là-dedans qu'on bosse. Donc typiquement aujourd'hui, vous voyez un système complet avec tout ce qui est pellet, agro-pellet, tout le système de préparation de la matière, un système justement avec un compresseur qui va permettre de transférer justement la poussière directement sur la chaudière. C'est des chaudières à tube d'eau. Donc des chaudières avec une installation où le brûleur est vertical. On va avoir tout ce qui concerne le traitement des fumées. Le traitement des fumées aujourd'hui, pour répondre aux limites d'émission avec des fuels un peu compliqués, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Les limites du filtre électrostatique sont souvent atteintes. Donc on travaille typiquement là avec des solutions, avec des bougies céramiques qui permettent, en fait, on va injecter de l'ammoniac pour limiter un petit peu pour répondre aux limites d'émission. Donc ça, c'est des développements c'est des études qui sont en cours dans le but de vraiment créer des solutions qui marchent bien. On a un peu dans le même principe des options avec le rétrofit d'installations existantes. Vous avez des chaudières à tubes de fumée, plus de 30 tonneurs. On arrive justement à la conserver. C'est un projet sur lequel on est aussi aujourd'hui en train de travailler. Il ne faut pas sous-estimer quand même les composants et les équipements à mettre en plus. Donc ça, c'est le genre de savoir-faire qu'on a chez nous. En termes de projet de référence, donc Navitec est en train de réaliser un très grand projet en Suisse. Donc c'était un marché public, c'est plus de 30 MW en vapeur surchauffée. C'est une installation qui est à Bâle. Donc Bâle, pour l'information, c'est la première place pharmaceutique et puis chimique justement, alors en Suisse, puis dans une partie du monde. C'est le siège de Novartis, c'est le siège de Noroche, c'est le siège de Syngenta. Donc il y a beaucoup de besoins de vapeur là-bas. Et puis, on a gagné ce projet il y a 1 année et demie. Aujourd'hui, c'est en phase de réalisation. Vous avez ici quelques photos. Donc, ce qu'on voit, c'est ces très grosses chaudières, justement, à tube d'eau. Donc là, une grosse contrainte sur ce projet, c'était les contraintes d'espace. Parce qu'en fait, on est dans un bâtiment existant. On était sur des vieilles chaudières au fioul qui étaient installées. L'idée, c'était justement de garder le même emplacement. Donc, une chaudière classique, pellet ou copeaux avec des grilles, ça ne serait jamais rentré. Et puis, on demandait justement à avoir une petite inertie pour suivre la charge vapeur et de conserver une turbine à contre-pression. Donc on a conservé la turbine à contre-pression, on produit de la vapeur à 450 bars et puis derrière on alimente justement le réseau de chaleur vapeur des services industriels de Bâle pour ensuite distribuer les différents sites qui sont directement à proximité, dont une des usines de Novartis. Pour la petite info, le 30 décembre, on était censé avoir rentré la chaudière. La chaudière est rentrée le 30 décembre. La semaine passée, on a rentré tous les équipements, tout est dedans. Et on respecte le planning sur un projet qui est relativement complexe et on est très fiers, ça se passe très bien. Ça, c'est un projet dans l'industrie alimentaire en Suède. Pareil, c'est 10 MW sur des installations complètement neuves. Où là, vous avez de nouveau une chaudière à tube d'eau. On a un système de filtration donc électrostatique, vous avez respectivement du pellet comme combustible, alors que sur Bâle, ça va être justement des pellets, des fuels qui seront un peu compliqués. Donc ça, c'est un projet où la mise en service est prévue dans quelques semaines.
Ça, c'est une très belle installation. C'est un projet qui est aussi en cours, c'est des études en cours, mais on a ici 2-3 images d'un système qui me plaît beaucoup. Ça, c'est des chaudières à eau surchauffée, donc 165 degrés. C'était pour 2 fois 25 MW. C'est des chaudières Sulzer pour l'alimentation des hôpitaux universitaires de Genève. Donc, il y a 50 MW d'installation. Ces chaudières datent de 1976. Donc, tout le monde a tendance à dire c'est des vieilleries, il faut tout remplacer. Ce n'est pas le cas. Ces chaudières étaient en backup d'autres installations pendant presque 30 ans, jamais utilisées ou très peu. Puis en fait, quand on a ouvert les chambres de combustion, il s'est avéré qu'elles étaient en bon état. Et puis qu'il y avait vraiment un potentiel justement pour travailler sur un rétrofit. Donc c'est une installation qu'on a chiffrée. Alors évidemment que ça impliquait passablement de travail sur d'amener du combustible au centre-ville de Genève, la logistique qui va avec, le traitement des fumées, etc. Mais c'est quelque chose qui a été très apprécié, puis justement qui est en cours d'étude. Voilà un petit schéma de principe. Enfin, vous pouvez venir me voir sur le stand F16 s'il y a des questions. Et puis, ici, ça c'est dans notre workshop en Scandinavie. C'est des installations justement avec les brûleurs pellets directement. Donc, c'est 2 fois 2 MW dans des solutions containerisées qu'on va livrer pour un projet en Suède. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Oui, ça arrive. Super. Bon, donc on est bien dans la thématique. On enlève la chaudière fuel, on remet à sa place une chaudière biomasse alimentée par un combustible qui valorise les coproduits agricoles jusqu'à là, pas forcément valorisé au mieux qu'on pouvait. Voilà, donc félicitations. La société créée il y a dans l'année, dans un an, et vous avez combien fait déjà 3 projets? Alors on a... Allô, allô. Je ne sais pas si ça marche. Ouais. Non, on a aussi dû créer la société au travers des projets qui étaient là. Raison pour laquelle, justement, en Suisse, c'était nécessaire d'avoir une équipe parce qu'il fallait, en phase de réalisation comme ça, vous avez des gens qui sont à 100% sur le chantier. Donc voilà, c'était nécessaire d'avoir des ressources. Donc c'était une belle opportunité de créer l'entité Europe de l'Ouest. Oui. On l'imaginait bien, oui. Donc, à nos audiences, à notre public, est-ce que vous voudrez poser les questions à Samuel? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudrez qu'il vous explique un peu plus? C'est à vous. Il faut lever la main. Voilà, parfait. Il y a une question ici, s'il vous plaît. Français ou anglais, monsieur? Français? Vous m'entendez? Oui, parfait. Tout d'abord, merci pour la présentation. J'aurais voulu avoir une précision concernant la différence entre les pelés et les agropelés. Quelle est la réelle différence et quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Voilà. Alors, le pellet en tant que tel, je pense que c'est comme ça que vous l'avez dans cette définition, c'est du pellet de bois. D'accord? L'agropellet n'est pas issu du bois, c'est des coproduits agricoles. Donc, c'est différents types de ressources qui sont justement des déchets, des coproduits agricoles secs qui peuvent être justement utilisés, mis ensemble. On doit rajouter un certain nombre d'additifs, des additifs minéraux, pour justement arriver sur une recette qui est maîtrisée et puis ensuite qu'on va pouvoir brûler. Mais ce n'est pas du tout les mêmes ressources. D'un côté, c'est des coproduits agricoles, des déchets de coques de tournesol, par exemple. Enfin, il y en a différents. Et RAGT est juste là. Ils peuvent vous donner beaucoup plus d'infos là-dessus. Et puis, respectivement, l'ajout de différents additifs pour arriver sur une combustion qui est maîtrisée. Par contre, l'idée, justement, derrière, c'est d'avoir quand même un agropellet qui a un intérêt en termes de pouvoir calorifique, en termes de spécifications sur sa combustion. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Merci pour la précision. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas pour le moment? OK. Donc, pour la suite, on a une présentation en binôme de les sociétés Baumeister et Vine Energy qui fait partie de la groupe Berkez.
Et puis, ensemble avec Steven Bimson de Berkez, BWE, Monsieur Xavier Renaud, directeur des opérations de IDEX Group. Donc, les deux travaillent ensemble en main sur un projet phare, on peut dire, qui transformera, parce que c'est un projet qui a été annoncé récemment, qui est en cours de réalisation, si j'ai bien compris, qui va transformer environ 3,5 millions de tonnes de drèches de brasserie. Donc c'est un gros volume. C'est une question également de remplacement d'énergie fossile par la bioénergie, mais ça va plus loin que ça parce qu'on a aussi des ressources riches en protéines. Voilà, donc c'est un vrai projet de l'économie circulaire. Je ne suis pas le spécialiste de tout ça, mais on les a, les deux personnes ici qui vont vous aller dans tous les détails. Donc, à Steven et Xavier, je vous invite. Bonjour à tous, vous m'entendez? Voilà, Xavier Renaud, donc moi je suis directeur des opérations de IDEX Industrie et je suis en fait accompagné de Steven Bimson de la société BWE avec qui nous travaillons pour ce projet, alors qui est un projet effectivement assez novateur puisqu'on va parler de valorisation d'un sous-produit industriel. Il s'agit de valoriser de la drèche de bière, donc issue d'une grosse implantation, une grosse brasserie du groupe Heineken. Donc pour cette présentation, on va faire quelques minutes de présentation du groupe IDEX, puis après je passerai le micro à Steven pour la partie BWE, puis on rentrera dans le projet lui-même avec une présentation rapide d'Heineken et du projet dit projet Circle. Alors rapidement, bon, le groupe IDEX, je pense que certains le connaissent déjà, c'est quand même une société qui existe depuis 60 ans aujourd'hui, qui a pour vocation de concevoir, financer, construire et surtout exploiter des installations, des infrastructures énergétiques productrices d'électricité ou productrices d'énergie thermique. Avec une forte orientation sur une orientation de décarbonation avec l'utilisation d'outils tels que la géothermie par exemple ou des chaufferies biomasse, des panneaux solaires et de la valorisation de déchets puisqu'on est aussi présent sur le territoire français avec par exemple une quinzaine d'incinérateurs. Nos clients sont de tout type. Nous avons des clients industriels, des clients du secondaire et du tertiaire au travers d'une activité donc de réseau urbain puisqu'on en a à peu près 60 sur le territoire français. Nos UVED, ce sont nos incinérateurs de valorisation de déchets et nos unités UPE, ce sont des unités de production de chaleur et d'électricité sur le territoire, plutôt orientées sur donc secteur industriel. Au total, ça représente environ 250 chaufferies biomasse. Et aujourd'hui, le groupe IDEX qui dispose de 6100 collaborateurs. Il faut savoir qu'IDEX, il y a une douzaine d'années, c'était à peu près 3000 collaborateurs. Donc on est sur un groupe qui est qui s'agrandit très rapidement et notamment justement dans un domaine qui est l'industrie pour lequel on va vous expliquer la proposition de valeur du groupe. Rapidement, le groupe IDEX donc effectivement produit de l'énergie, donc électricité ou chaleur, sait la distribuer et peut proposer des solutions dans ce sens parce qu'il a une expérience depuis des dizaines d'années dans la distribution au travers de réseaux de chaleur notamment. Et puis aussi, c'est faire des audits et optimise les consommations énergétiques de nos clients, que ce soit des clients de tertiaire ou des clients industriels. L'implantation rapidement sur la carte de France est assez claire, avec des densités qui peuvent varier finalement en fonction de la densité de population pour la partie, je dirais, réseau urbain, et puis les densités aussi industrielles pour notre présence
sur des secteurs donc, de l'industrie. Le siège social a toujours été historiquement à Boulogne. Alors, en termes de force de proposition, le principe général, c'est qu'on assoit de toute façon dans le groupe IDEX notre proposition sur les hommes, avec d'abord des compétences dans le secteur industrie, puisque nous avons un grand nombre d'actifs qui fonctionnent H24, 7 jours sur 7, dans des domaines très divers, dans le domaine de l'énergie renouvelable, mais pas uniquement, et en production d'électricité très fréquemment. La proposition intègre une capacité de financement des projets pour nos clients. Donc, c'est le cas du projet que nous avons d'ailleurs avec Heineken, où nous sommes investisseurs, concepteurs investisseurs, avec donc une proposition de clé en main qui a été faite au groupe Heineken et attachée à ce contrat finalement de conception, construction, financement et exploitation de 15 ans. Évidemment, on a des engagements de disponibilité et d'efficience énergétique attachés à ce contrat. Je ne vais pas reprendre toute cette liste de compétences que, évidemment, le groupe peut proposer, mais il faut savoir quand même que le groupe a une compétence aussi pour sourcer la biomasse avec des capacités à créer des plans d'approvisionnement, financer, je l'ai dit, et puis dans les phases de développement, d'obtenir tout ce qui est permitting, donc permis d'exploiter, permis de construire. Toutes ces choses-là peuvent être proposées et nous assumons évidemment les phases construction. Après cela, en phase exploitation, les équipes assurent, je dirais, tout le service nécessaire selon le besoin, selon les nécessités des clients. À cela, j'ajouterais qu'on propose évidemment des solutions de maintenance complète sur une durée de 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus. Sur la partie ENR, nous sommes évidemment, je l'ai dit, capables de proposer des plans d'approvisionnement. Alors dans le cas du projet Heineken, ça a été quelque chose de beaucoup plus particulier puisqu'en fait la biomasse est dite captive, donc générée sur le site de production de la bière. On va vous expliquer ça plus tard comment. Mais en tout cas, on avait des possibilités pour compléter l'approvisionnement, ce qui n'est pas le cas dans le cas présent. Le groupe IDEX gère, vous voyez, environ 1,5 million de tonnes de bois valorisées par an au travers de 250 chaufferies. Et les solutions ENR sont listées et sont assez diverses. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Au niveau de la typologie de la biomasse, évidemment, on retrouve les produits habituels comme la plaquette forestière, le bois SSD. Cependant, on va voir au travers de ce projet qu'on est capable évidemment de proposer des solutions très adaptées à une biomasse très particulière qui évidemment ne correspond pas du tout à de la plaquette et qui a ses propres contraintes. Je vais passer la main tout de suite à Steven. Hello. Yeah. There. Can I have the control? Good afternoon, everybody. Je ne parle pas français, so that is all the French that you will hear from me, unfortunately. It's a pleasure to be here. Our company has been participating in this fair for the last 7 years. So it's very nice to see how this fair is becoming a reference event in Europe. So thank you very much for the organization. My name is Steven Bimson. I'm the commercial manager of Burmester Wind Energy. As Xavier already informed, we will showcase a project that we are currently executing together.
So to begin with, I would like to take this opportunity to officially announce the rebranding of our company. From now onwards, our company will be named Burmese Wind Energy. BW is a Danish company with over 180 years of history. Today, part of Berkes Group, engineering multidisciplinary company headquartered in Uruguay. In order to attend the different markets in a proper way, we have different centers located in Copenhagen, New Delhi, Madrid, where I'm based, and Montevideo. So, in order to better understand who we are today, we need to go back in time to our roots and our legacy. In this slide, you can see just a fraction of the relevant milestones that we have in all our history. So, as you can see, our history began in the shipping industry. But all through this history, there is one common thing, that is energy. So we started in the shipping industry, and then in 1898, with the license of diesel, we started to design diesel engines. Following that, 1912, we designed the first ocean diesel ship in the world. Then moving back in further in time, as a consequence of the oil crisis, we started to design in Denmark straw fire boilers. Then our unique concept of straw fire boilers was applied in these different facilities in Denmark. Then with that experience, we started delivering different solutions in England and in Germany. And one of our latest and most recent milestones is a straw fire boiler that we have supplied in Germany for a paper mill. So it's important to know also what we do. So BW delivers biomass to energy solutions. So what you can see in this slide, it's a standard biomass power plant. So in that, we basically can supply everything. We have different in-house developments. Our core is the boiler island, from the fuel storage, fuel reception, fuel handling, up to the flue gas treatment and even the stack. But not only that, we can supply the different lots in a power plant. And you may ask why or how we can do this, and this is how we can do that. So being part of Berkes Group give us the different necessary disciplines that we need to supply this kind of solutions. We have Burmese Wind Energy, the energy division of Berkes Group. We have construction division. So any building, any foundation, anything can be designed by us. The industry. I have been working in this division for over 6 years in project execution, different parts of the world. And then electric division. So summing up the different capabilities of each division, it's what gives us the power to supply this kind of turnkey solutions. Moving forward, I mean, this should not be a surprise for none of you. We are in a biomass fair, so I assume that everybody knows what biomass is. But
the important thing is that each biomass, it's its unique world. And biomass comes in different shapes, different forms, and also a huge variation in the chemical composition. So in order to design a biomass to energy solution, we have to know perfectly what are these parameters. So what we can do, or what we do, is to divide these kind of fuels. So first of all, what we call forest biomass waste. So fuels that have initial deformation quite high and do not represent much challenge in the boiler design. Then we have what we call industrial biomass waste. Here it's a bit more complex. So the ash content is quite high, much higher than in the first category. And the initial deformation temperature can start to be a challenge. Lastly, what we call agricultural biomass waste, or ag waste. So these are considered to be one of the most challenging fuels, biomass fuels, to be fired. Mainly due to the initial deformation temperature that it's quite low, making very challenging to have a reliable solution with a reasonable availability. Meaning that to have a boiler running for at least 8,000 hours per year. So based on all these different categories, it's what solution we can bring to the table. So what you can see there, it's standard solutions that we have. We will go quickly through the first three, and then because this is the showcase that we did, we will focus in the last one, the one that you can see in the down right corner. The first one is a 3-pass boiler. You can see that the size is from 60 mega up to 150, with quite challenging steam parameters. We can also be designed with a reheat concept. So, and that, if we go in that direction, the steam parameters is even higher than that. For this boiler, I mean, the fuel to be used in this boiler, it's agro, or with what we call ag waste. Then a 2-pass boiler, we have single heat and reheat also. So single heat from 30 to 150, and the reheat has to be a bit, the lower capacity has to be a bit bigger, from 75 to 135. And the steam parameters are the same as the previous design. Thirdly, a 3-pass boiler for waste wood. So as you should know, for the waste wood, we have to follow the Waste Incineration Directive, making it necessary to have the 2 first empty pass, and then the bundles in the 3rd pass. We have different designs from 30 up to 100 megawatt thermal. The steam parameters, as you can see, are reduced due to the high chlorine content of this fuel. Last but not least, the 2nd pass boiler with the cyclonic chamber. So this is the technology that we have applied for the LIL project, or Circle project, that we are showcasing today. So what you can see in the screen is the cyclonic combustion chamber. So this is a water-cooled cylinder connected to, it can be a water-cooled a water tube boiler or a fire tube boiler. In the case of the project that we are following with IREX, we decided to go, due to the size, for a fire tube boiler. So it's a quite simple technology.
We inject the fuel pneumatically, and then the combustion air is injected through nozzles, generating a turbulence, that's why cyclonic, and making it a very efficient combustion, basically because we generate the necessary turbulence, and the mixture of the oxygen with the oxygen with the fuel is guaranteed. The uniformity of the temperature can be done, and also the residence time that is needed to have a very efficient combustion. So as I said, and as you see in the screen, it's water-cooled. We have the fuel hopper, where the fuel is fed by a screw into and passed through a rotary valve, and an injection fan that takes the fuel into the furnace. Retractable soot blower, this is used only when the fuel has such a quite large extent of ashes. Ignition burner, and the combustion air fan. Merci Steven. Alors, pour rentrer plus précisément sur ce projet donc, de valorisation de drèche, de bière, quelques minutes juste sur l'origine de ce sous-produit. Donc, tout le monde connaît Heineken. Heineken, c'est aujourd'hui 3 sites en France, et en fait bientôt 2. Donc Mont-Saint-Barreuil au nord, Schiltigheim à l'est et Marseille au sud. Le projet est à Mont-Saint-Barreuil, et voilà, vous avez une carte de présentation un petit peu de la représentation de Heineken. Je vais avancer rapidement avec les quelques marques que tout le monde peut-être connaît, mais en l'occurrence, le site de Mont-Saint-Barreuil, c'est la brasserie Pélican. La brasserie Pélican, c'est aujourd'hui 300 personnes. Actuellement, c'est 3,14 millions d'hectolitres. Ça représente, pour vous donner une idée, en termes de sous-produits de drèche, environ 30 à 35 000 tonnes de drèche humide. Le site est en cours de transformation simultanément au projet pour lequel nous sommes là, et va passer d'ici l'année prochaine à 5 millions d'hectolitres. Donc on a une augmentation très forte de production, avec une augmentation d'effectifs, et tout ça se passe en simultané sur le site, au sein d'un site qui est très, vous verrez, intégré dans la ville. L'objectif d'Heineken, et je parle un peu pour eux, mais c'est effectivement d'atteindre le net zéro émission d'ici 2030. Donc il y a une volonté, au travers de cette idée de brûler, d'utiliser ce sous-produit de la drèche, d'effacer du gaz naturel, mais pas que, vous allez voir, de valoriser aussi la protéine. Et c'est un projet qui est novateur, c'est le premier à cette échelle industrielle pour des brasseries, et clairement tout le monde va vouloir regarder au sein du groupe d'abord, puisque pour information, le groupe Heineken, c'est 180 brasseries dans le monde, et à date, Heineken a identifié 30 sites sur l'ensemble de ces 180 brasseries qui pourraient être concernés par ce projet dans le monde. Alors, ce projet, il est en fait composé en deux parties. Vous avez, faut comprendre, une première partie qui va être de récupérer la drèche et en fait d'extraire de cette drèche sa teneur en protéines. Aujourd'hui, la drèche sert à la nourriture de bovins. Et là, l'idée, c'est de surtout pas perdre le caractère nutritif du produit avant de le brûler. Donc, il y a d'abord un premier process de séparation de la protéine, puis séchage de protéines et séchage de ce qu'on appelle la fibre de drèche, qui va servir de combustible à la chaudière
biomasse qui sera installée et fournie justement par BWE. Alors la drèche, c'est donc un coproduit. J'en ai parlé qu'il y a quand même, vous voyez, 25 à 30% de protéines. Dans le cas de la drèche de bière, vous avez d'autres types de drèche, mais celle-ci est assez riche. Et donc ce projet, c'est à la fois une production d'énergie, mais aussi une production alimentaire. L'objectif étant d'atteindre une protéine destinée à la nourriture animale dans un premier temps, mais in fine d'arriver même à une production pour nourriture humaine. Alors sans rentrer dans trop de détails par rapport à ce graphe, vous avez en bas à droite la brasserie qui en fait produit cette drèche qui va aller dans un séparateur qui va écarter la partie fibreuse de la partie protéine, chacun ayant son propre derrière traitement pour être séché, ce qui fait qu'à la sortie d'une part de ce process, on va avoir en fait des silos pleins de poudre de protéines. Et puis derrière, la partie organique va être elle aussi séchée par de la vapeur en fait, puis refroidie pour être stockée en vue d'être brûlée par la chaudière biomasse. Et il faut savoir, enfin, je vais vous montrer quelques chiffres après, que la partie biomasse va permettre d'effacer environ 70 à 75% de la consommation de gaz naturel du site. Il restera de toute façon sur ce site une production de vapeur au gaz naturel assez mineure qui servira à la fois d'appoint et je dirais de secours à l'installation biomasse si jamais on avait un arrêt programmé ou non programmé, excusez-moi. Vous avez ici la représentation. Donc, on est sur un site qui aujourd'hui consomme 100 000 tonnes de vapeur. La part biomasse, 73. La part biogaz est aussi en développement. Une brasserie, il faut savoir, consomme beaucoup d'eau et en fait rejette aussi beaucoup d'eau et a besoin de traiter cette eau. Donc, il y a une énorme quantité de DBO, DCO dans ces eaux. Et donc, à travers la station de traitement des eaux, il y a aussi une valorisation du biogaz sous forme d'environ 10 000 tonnes. Et il reste 20 000 tonnes de vapeur à faire à partir de gaz naturel. Le gaz naturel, dans l'objectif de Heineken, sera d'acheter un gaz naturel avec des garanties d'origine afin effectivement d'arriver in fine à une production de vapeur sans émission de quotas de CO2. Au niveau planning, c'est un projet qui en fait a été initié dès 2020 avec des essais industriels qui ont été faits notamment avec notre partenaire BWE pour s'assurer de la combustion, s'assurer aussi de l'extraction de protéines. Et ça a abouti à la signature d'un contrat en juin 2023, à début des travaux en janvier 2024 et une mise en service prévue au début de l'année 2026. Vous avez quelques vues en 3D du projet, mais je vais plutôt vous montrer celle-ci avec une vue aérienne du site où vous voyez en haut à droite une part, l'ensemble du site avec sur la photo une zone dédiée au projet dans laquelle il y a donc deux bâtiments. Vous avez un bâtiment à droite qui est, on va dire, le bâtiment d'extraction de la protéine et de séchage. Entre les deux, vous voyez, ça c'est une photo qui a été prise récemment, un silo de stockage de la fibre de drèche, donc le combustible qui va servir à faire de la vapeur. Et à gauche, le bâtiment lui-même qui va être dédié à la combustion, traitement des fumées de la combustion également, qui nécessite un traitement assez poussé, qui n'est pas classique pour la biomasse, et toute la partie bureau, vestiaire de cet ensemble qui va nécessiter, pour information, 15 personnes pour un fonctionnement en continu, 7 jours sur 7,
et H24. Pour vous donner une idée, il y a environ 15 000, 12 000, non, excusez-moi, 14 000 tonnes de drèche en fait à brûler comme ça au cours de l'année. Vous avez des vues 3D en dessous qui vous donnent un peu le résultat fini. On va vous montrer quelques vues de synthèse de la 3D avec ici des choses donc, qui ont été faites en partenariat avec BWE et IDEX pour la conception. Donc on est sur quelque chose en fait d'assez contraint. Tout a été conçu pour respecter le côté, je dirais, urbain finalement du projet, dans le sens où tout est indoor, tout est fermé. Nous avons des contraintes évidemment importantes d'acoustique notamment. Et donc, afin de garantir tous ces sujets réglementaires et de voisinage, on a donc une compacité assez particulière du projet. L'ensemble a été, comme vous pouvez l'imaginer, avec les vues conçues en 3D. Donc à date, tous les tuyaux, tout a été tracé. Et l'installation de la chaudière, que vous pouvez voir en deux parties, c'est-à-dire en bas à droite, vous avez une partie basse qui est la chambre de combustion dont Steven a parlé tout à l'heure, pour la combustion très particulière de ce produit qui n'est pas de la poudre, qui est un petit peu plus grossier. Il faut imaginer un produit avec 2-3 mm de granulométrie. Mais on le prend tel quel, on n'a pas besoin de le broyer, on n'a pas besoin d'en faire quoi que ce soit. Juste le sécher à environ 10% d'humidité. Et derrière, vous avez implanté plus haut sur la photo de droite la chaudière à tube de fumée qui est prévue pour ce projet avec une production de vapeur saturée à 15 bars. Voilà encore une vue de la partie traitement de fumée, de la cheminée. Ici, un résumé un petit peu des éléments, effectivement. Donc, on retrouve les 73 000 tonnes de vapeur et je dirais les missions, en l'occurrence d'IDEX, dans ce schéma global qui est donc de conception de l'installation, de réalisation et d'exploitation pour 15 ans de ce site. Voilà, je vous remercie beaucoup. Une seconde, oui, très bien. Donc Steven et Xavier, merci beaucoup, très intéressant. On arrive à l'échelle industrielle avec ce projet, avec une occasion de possibilité de roll-out sur au moins une trentaine d'unités chez Heineken, donc c'est impactant. Donc, on a le temps pour une ou deux petites questions. S'il y en a entre vous, quelqu'un qui veut poser une question, je vous invite. Français, anglais, monsieur? Français. Oui, je voulais savoir le procédé de séparation entre la fibre et les protéines. C'est un procédé... par précipitation isoélectrique, Alors, et quel produit on obtient le taux de concentration de protéines à la fin? Alors, le produit, la technique de séparation est mécanique, il n'y a rien de chimique, premièrement. Et la protéine, in fine, va être séchée. Donc, on sera sur un produit extrêmement sec, très concentré, déshydraté, stocké en silo et évacué par camion citerne. Voilà. Et est-ce qu'ils ne gueulent pas un peu les éleveurs autour de l'usine, là? Parce qu'ils vont quand même... ils vont plus avoir accès à un produit ouais, peu cher. Parce qu'on ne remplace pas une drèche par un concentré protéique en élevage. Alors, la part, en fait, je dirais, de la drèche aujourd'hui dans la nourriture bovine est assez marginale, en fait, par rapport à plein d'autres produits. Et effectivement, on se posera la question, en tout cas, la protéine peut tout à fait revenir, parce que c'est ça avant tout qui intéresse l'éleveur, de retrouver la protéine. Donc, clairement, Heineken et avec IDEX,
souhaitait qu'on ne détruise pas le produit tel quel, ce qui aurait pu être le cas. Donc on valorise effectivement, on récupère la part nutritionnelle du produit qui pourrait tout à fait revenir sur le marché de la nourriture animale. C'est ce qui est envisagé en base. Cependant, des études montrent que c'est possible d'aller plus loin. Mais à date, dans les installations pilotes qui fonctionnent aujourd'hui, on est sur du produit qui retourne en nourriture bovine. Merci. Donc, encore peut-être une dernière petite question. Autrement, OK. Donc, donc là, on a un projet qui a multivalorisation de la biomasse. Donc, on a partie protéines, partie énergie. Et on va continuer dans ce sens-là. Donc, c'est mon plaisir d'inviter Josh Dalby. Et lui, ses entrées, ce qui lui intéresse le plus, ce qui lui motive le plus, c'est innovation, recherche et développement et les nouvelles technologies. Ça tombe bien parce qu'il est Global Head of R&D chez Ricardo. Il va nous parler d'un projet qui, je pense, va vous aussi intéresser fortement. Il s'agit de 4 en 1, si je peux le dire comme ça, synthétisé. Donc, on a les déchets de biomasse, la production d'énergie, de la chaleur, la captation de CO2 et la production de biochar. Tout en un. Donc 4 en 1. Et le résultat, ça fait un capturant jusqu'à 90% des émissions de carbone. Et ce process s'appelle Biocus. Et j'invite Josh de nous en parler et nous en dire un peu plus. Thank you. I think I understood most of the introduction, but my French is not so good. So yes, this session I'd like to talk to you, related to Paul's introduction in terms of the Biocus technology, but a bit more broadly around biomass opportunities to decarbonize the construction industry. Is that better? Okay, great. So just very briefly about Ricardo, in case you haven't heard of us before. We're a global engineering consultancy firm. So we do kind of traditional consultancy, but we also do product development as well for our customers. We have been around for over 100 years, primarily in the transportation sector, but have moved also into the energy sector and use our engineering skills to develop products, which then we can commercialize with our customers. So we're more than 3,000 of us globally, and at any one point we've got 2,500 live projects. So construction industry is a very large contributor to global CO2 emissions at the moment, and it's also growing very quickly. Concrete production is a major part of that sector's emissions, and cement production is a major part of that. I think I read that if cement were a country, it would be the third largest emitter of any country behind China and the US. So it's very, very significant. And then the production of concrete is expected to double by 2056 compared to 2016 baseline, which is about the equivalent of concreting the entire area of Japan every year between now and then. So very large issue already and will grow over the coming years. In addition to that, quite a few of the kind of easy wins have already been implemented, certainly in some territories, maybe less so in others. So it's a challenge that needs addressing. What I want to then talk about is in the UK, which is where I'm based, the Mineral Products Association has developed a roadmap in terms of how they can decarbonise the sector, looking at various different options, decarbonise electricity, transport, fuel switching, etc. What you can see here is that there are opportunities not just to decarbonise and get to zero, but there's actually opportunities to become a greenhouse gas removal sector, and that's really what I want to focus on today. And within this roadmap, you can see that there's a huge potential for biomass in here. So alternative binders and cement formations using biomass wastes combined with CCUS,
biogenic CO2 sources, biomass additives. So there's lots of opportunity here, which I just want to unpack a bit more in this presentation. This was a paper that just came out a month or so ago in Science magazine that would recommend reading it. It's very interesting. So what they did was look at all the opportunity or some of the opportunities for bio-based materials in the construction sector, and then assess how much potential they have for global CO2 removal. So on the right-hand side, you can see a kind of graph that shows under the letter A, it's got the carbon stored by alternative materials in terms of CO2 per kilogram. And obviously there's a bit of a range for some of them because some of these areas are quite new. And then on the right-hand side, it shows you the global annual production of those materials in gigatons per year. So using those estimates, they were then able to say, well, if we implemented all of this, what would it actually mean? And on the bottom left, you can see that actually, I mean, this may be slightly optimistic, but 100% implementation of those technologies is actually far more than we would need to reach 1.5 degree C target or 2 degree C target of global warming. So massive potential. Doesn't need to be fully adopted, clearly, to help us on that journey. You can see then under column A, there's also quite a range of different things which relate to the roadmap above. Carbonatable cements, carbonate-based aggregate, cement fillers, there's biochar mentioned there, there's wood clearly is an option as well. And so what I want to do is just go through some of those options in a little bit more detail, just show you what's kind of already happening, how advanced some of these options are. So carbon cured concrete is the biggest opportunity just because the sheer volume of concrete produced per year. That is already starting to be deployed. So there's companies such as Carbon Cure, which are US based. Basically, the process is effectively accelerating what happens naturally anyway. So concrete, you may well be aware, but carbonates over many years, so it absorbs CO2 from the atmosphere. But if we adopt that process during the curing process, then that basically locks in that carbon, and it can count as a full carbon dioxide removal certificate as well. Effectively, by adding that CO2 in, it assists the hydration of the calcium oxide, which is then what sets the concrete. Interestingly, the trials that people have done so far show actually that process has extra benefits. So it's not just the CO2 removal, but it reduces the duration of the cure, so it can increase the output of the facility. And obviously, you could use that if the CO2 for that is derived from fossil sources, then that's the CO2 reduction, which is good. But where there are opportunities for biogenic CO2 from anaerobic digestion or biomass sources, then that would lead to quite a significant CO2 removal. So then touching on biochar, so we've had discussions with various construction companies around using biochar in building materials. There's a big biochar place, a room over to the right of us, where you can find out a lot more information about biochar if you haven't been there yet. Within the construction sector, the study so far has shown that actually it increases the mechanical properties, so should lead to material reduction to achieve the same compressive strength. It also improves the thermal properties of the materials, which then reduces the life cycle emissions, because when they're then used in a building, it doesn't need to have as much heating demand. There are quite a few options in terms of exactly how you use it. So there are certain people developing biochar-based bricks, so almost entirely made of biochar. There's, I think, some changes then would be needed to the firing process and the equipment used, so it's maybe slightly difficult to deploy that very quickly. But there are also nearer term options. So we're talking to some brick manufacturers around replacing the use of anthracite. So if your typical kind of red clay brick doesn't use any anthracite, but if you go to a darker coloured brick, so a kind of purple or black brick, they typically buy in coal and use that in the firing process. So clearly replacing that with biochar is another option, and that's much easier to kind of swap in the quantities that are used. I also just wanted to mention a project which is local to where I'm based in the UK. So the Greenprint project, this is focusing on local authority
emissions, but within the transport and decarbonisation of the construction sector in kind of broadly. So what the Greenprint project are doing, the local authority has to cut the roadside verges, so they have biomass available. So rather than leaving that to decompose, they're collecting that, and they're using that to produce both biochar and hydrochar, and are putting that into road surface materials. And again, the initial results from that are quite promising, showing improved mechanical strength. I think also some moisture retention benefits as well. So there's quite a lot of interest in that kind of space. And then Paul alluded to it in the introduction. So we've also got a technology which is quite well matched to the needs of this sector. So we have the Biocus technology, which combines biochar production with CO2 capture and heat and electricity production as well. So clearly the outputs there are all of use within the construction sector. If you would like to find out more about that, I'll be talking about that in the BioHorizons room tomorrow morning. But I won't touch on that too much more now. And if you would also like to talk more about this topic, then feel free to come and talk to me on slide in J29, which is just over there. That's it. Merci beaucoup, Josh.